Et coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau bilan lecture, encore pas très très gros parce que en ce moment, oui vous le savez, depuis le mois d'avril en fait, voilà, ça fait un gros mois que j'ai un peu du mal à lire. J'ai un peu du mal à accrocher mes lectures, alors quand j'accroche ça va, mais même quand j'accroche, voilà, je suis pas en mode lire pendant des heures. Je sais pas si c'est parce que c'est les beaux jours ou je sais pas. Je ne saurais dire pour quelle raison. Euh, mais bon, j'arrive quand même à lire. J'ai quand même 7 livres, voilà, dont un manga à vous présenter. Donc ça va quand même. Voilà, et puis comme d'habitude, je suis en live à un horaire un peu différent, mais bon, vous vous en fichez de toute façon puisque c'est une vidéo. Mais voilà, donc juste pour la précision, en vrai, en réalité, alors sur les 7 livres, il y a au moins 5 excellentes lectures. Je suis en train de juste de regarder, je dis pas de bêtises. Ouais. Ouais, au moins 4 excellentes lectures, on va dire, au moins 4 excellentes lectures. Deux bonnes, une mauvaise. En gros, c'est ça. Donc, on va commencer par la mauvaise et voilà. Mais pourquoi il y a autant de bonnes lectures? Tout simplement parce que, en réalité, j'ai fait beaucoup d'abandons dont je ne vous parlerai pas parce que c'était pas des abandons genre le livre est tout pourri. Parce que là, quand c'est ça, en général, je vous en parle. C'était plutôt des abandons, j'arrive pas à me plonger dans le livre. Voilà, donc il y a des livres où voilà, ça avait l'air bien, mais comme j'ai un peu la motivation en baisse en ce moment, si j'accroche pas rapidement, je laisse tomber. Il faut vraiment que j'accroche pour que ça me donne envie de continuer le livre. Parce que sinon, au bout d'un moment, je vais me forcer à lire et ça va encore plus me plomber. Donc voilà, si j'accroche pas, tant pis. Donc il y en a que j'ai quand même, je suis quand même allée assez loin. Et puis au bout d'un moment, j'ai fait, oh, j'en ai marre. Mais c'est pas des abandons purs parce que je pense les reprendre quand je serai plus motivée pour la. Voilà, je les garde pour plus tard, c'est ça, Audi. Je les garde pour plus tard. C'est de la fantasy ou de la SF. En fait, voilà, c'est parce que c'est des genres que je lis de façon plutôt sporadique. Et quand je dis SF, j'écarte les dystopies parce que ça, j'adore ça, les dystopies, il n'y a aucun souci. Mais là, c'était plus de la SF, quoique c'était. Non, c'était plus de la SF fantasy, donc voilà. Fantasy, j'ai un peu plus de mal avec ce genre, donc si j'accroche pas assez rapidement, c'est plus compliqué. Mais voilà, c'est des livres qui avaient l'air quand même très intéressants, très riches, donc que je reprendrai, je pense, à un moment où j'aurai plus. Et puis voilà, sporadiquement, c'est plus simple. Parce qu'en fait, c'est ça le piège aussi, je pense, de avril et mai. C'est que Avril, voilà, il y a toujours avril autour de la SF, mai, le mois de la fantaisie. Et à chaque fois, je sais pas pourquoi, je me dis, ah super, je vais faire une palle exprès. Parce que dans ma palle, j'ai quand même pas mal de bouquins de fantaisie et de SF. Donc, tu vois, je me dis, je vais me faire une palle exprès. Mais le problème, c'est que de voir dans ma palle que j'ai que de la SF ou que de la fantaisie presque, ben, je sais pas, ça me bloque. Je pense qu'il y a un peu de ça aussi qui fait que du coup, ça me. Voilà, faut vraiment, moi, il faut vraiment que ce soit pas tout le temps la même chose, quoi. Et donc au final, je suis partie dans d'autres choses. Et voilà, ben, vous allez voir. Donc c'est pour ça que je ne chroniquerai pas ces abandons puisque ce ne sont pas des abandons définitifs. Je vous ai même pas dit les titres parce que je me dis que si j'ai dit les titres, ça va me porter la poisse. Donc voilà, vous ne saurez pas. Et donc, on va partir sur la première lecture. Alors, c'est pas dans l'ordre chronologique, hein, encore une fois, c'est dans l'ordre de la moins bonne à la meilleure lecture. Et donc, la moins bonne, c'était ceci, Le Dernier Vol de Julie Clark, qui est un. J'ai pas envie de dire thriller domestique, je dirais plus thriller psychologique en vrai. Parce que pour moi, thriller domestique, c'est vraiment plus lié à la famille, au voisinage. On est plus dans un truc de quartier, de voilà. Là, non, on est plus. C'est un peu différent. En fait, on suit une femme. Ouais, il y a un petit peu quand même un peu domestique parce que
si vous me voyez rouge d'un coup, vous savez pourquoi c'est? C'est parce que en fait, j'ai tiré les comme il y avait trop de luminosité, j'ai tiré les rideaux et les rideaux sont rouges et dès qu'il y a le soleil qui arrive vraiment bien sur moi, ben, du coup, ça fait ça voilà, ça me reflète les rideaux. Donc vous allez me voir rouge, c'est normal, c'est pas une lumière rouge, c'est vraiment les juste la fenêtre avec les rideaux rouges. Bref, donc c'est une femme, qui a oui, a le côté thriller domestique parce qu'elle subit, des violences de la part de son mari. Son mari qui est très connu en fait, c'est le fils d'une philanthrope assez célèbre, voilà et puis du coup il continue un peu dans les œuvres caritatives machin. Sauf qu'en vrai, voilà, dans son couple c'est un connard. Il la bat, il la menace sans arrêt, il lui fait du chantage pour qu'elle soit absolument la femme parfaite en public. En gros c'est ça. Et elle, tout ce qu'elle veut c'est se barrer. Et un jour, elle fomente un plan avec une amie dont il n'a pas connaissance, puisque lui, en fait, il a exclu ses amis à elle de leur vie, quoi. Et du coup, elle a gardé cette amie secrète, voilà. Et elle va fomenter un plan, en fait, parce qu'à un moment, elle doit faire un déplacement professionnel. Et du coup, elle s'est arrangée pour se faire des faux papiers, tout ça, qu'en faisant ce déplacement professionnel, elle récupère ensuite l'argent, les faux papiers et qu'elle se casse quoi. En gros, c'était ça le truc. Le problème, c'est que au dernier moment, son mari lui dit non, finalement, tu vas pas. C'était à Détroit, tu vas pas à Détroit, tu vas à, je sais plus Porto Rico. Je crois que c'était ça en plus, Porto Rico. Tu vas à Porto Rico. C'est moi qui vais à Détroit. Et donc là, c'est le drame. Parce que du coup, s'il va à Détroit, c'est lui qui va recevoir, parce qu'elle s'était fait envoyer le colis. Enfin bon, il y a tout un stratagème de ouf. Et donc c'est lui qui va recevoir le colis avec l'argent et les faux papiers. Donc forcément, il va percuter. Et elle ne pourra pas se barrer. Et donc évidemment, coucou Michel. Donc évidemment, c'est tout à fait ce qui va se passer. Et donc elle se retrouve, elle, à l'aéroport pour partir à Porto Rico. Voilà, quand elle appelle l'hôtel à Détroit, on lui dit oui, oui, c'est bon, j'ai bien réceptionné le colis, je l'ai donné à votre mari. Ah, super, c'est la mierda. Et en fait, elle va rencontrer une femme à l'aéroport, et cette femme d'ailleurs qui s'appelle Eva, c'est marrant. L'héroïne, je sais même plus comment elle s'appelle. J'ai retenu que Eva, forcément. Et donc, cette femme, Eva, on sent qu'elle cherche un pigeon, mais on sait pas trop pourquoi. Et donc, elles vont se rencontrer comme ça, et en fait, elle va lui raconter, l'autre, elle va lui raconter tout un pipeau, quoi, tout un mytho. Et en fait, de telle sorte qu'elles échangent leurs billets d'avion pour pas être retrouvées, quoi. En gros, c'est ça. Bref. Coucou Sabine, j'espère que tu vas bien. Et donc voilà, ça part comme ça. Et je vous en dis pas plus. Mais déjà, rien que le synopsis raconté comme ça, vous sentez que c'est un peu too much. Voilà, en fait, ce que j'ai pas aimé dans ce livre, c'est que c'est trop, 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 trop. Il n'y a rien de crédible. C'est absolument pas... Enfin, il n'y a rien qui est possible là-dedans. C'est trop too much. Tout est cousu de fil blanc. Il y a trop, trop de coïncidences heureuses ou malheureuses. En tout cas, de coïncidences faciles, quoi. Des facilités scénaristiques. Non, faut arrêter. Enfin, c'est pas possible. Je veux dire, là, on est... Moi, je peux pas, moi, ce genre de truc. J'aime beaucoup les thrillers domestiques. Ça me gêne pas qu'il y ait des petites invraisemblances et des petites coïncidences heureuses. Voilà, ça me gêne pas parce que oui, ça met du sel dans l'histoire, c'est sympa, ça met du suspense et tout ça, pas de souci. Mais quand c'est trop gros, ça me plaît pas. Je peux pas, j'en ai marre, ça me saoulait. J'étais là, non mais c'est bon quoi, il y a rien qui est crédible. Du coup, ça gâche le suspense parce qu'en fait, tu te dis bon bah ça sert à rien puisque de toute façon l'autrice va toujours trouver un truc pour poudre de perlimpinpin et c'est bon, t'inquiète, tout est résolu, quoi. Ou pas, ou à l'inverse, ça rend les choses plus difficiles. Mais je veux dire, du coup, on n'y croit pas et du coup, ça gâche vraiment le côté thriller, le côté suspense. Moi aussi, je peux te pondre des scénarios comme ça, y a pas de souci, t'inquiète, c'est bon, quoi. C'est trop, trop facile. Je supporte pas les facilités scénaristiques comme ça. Non. Donc c'est un grand non pour ce livre. Alors,
c'était pas une horreur de lecture, parce que du coup, bah oui, forcément, ça se suit, tout ça, machin. En plus, je l'ai écouté en audio, donc ça passe bien, c'est pour ça que je l'ai pas abandonné, d'ailleurs. Mais bon, je veux dire, bon voilà, c'est trop cousu de fil blanc. Et à la fin, t'es là, ouais, bon, d'accord. En plus, il y a même pas, il y aurait eu encore un message, parce que bon, on rappelle que ça parle de violence conjugale, il y aurait eu un message féministe ou quoi, un truc, machin, mais non, même pas, il y a rien, enfin, voilà. Il y a aucune profondeur, en fait, voilà. Il y avait aucune profondeur dans ce livre, et du coup, ça m'a pas plu. Voilà, donc c'était ma seule, vraiment, mauvaise lecture, et après c'était que des bonnes lectures, voilà. C'était que des bonnes lectures. Donc je passe à la suivante qui est Les Heures Rouges de Lenny Zoumas. Donc Les Heures Rouges, c'est une dystopie sans être vraiment une dystopie, puisque à l'époque où ça a été écrit, oui, c'était une dystopie, mais maintenant, malheureusement, c'est un peu devenu réel aux États-Unis, puisque en fait, donc on va suivre 4 femmes aux États-Unis dans un pays où l'avortement est devenu interdit partout, et même très très et il a même été criminalisé. En gros, bah si tu si tu avortes quelqu'un, donc en tant que médecin ou pas d'ailleurs, en tant que faiseuse d'ange ou voilà ce que vous voulez, tu es accusé de meurtre. Si tu avortes toi en tant que femme enceinte, tu es accusé de complicité de meurtre. Bon, dans les 2 cas, c'est pas ouf. Vous vous en doutez bien. Et en plus de ça, le Canada, qui lui autorise l'avortement, a conclu quand même un accord avec les États-Unis pour refuser toutes les femmes qui seraient soupçonnées de venir avorter chez eux. Donc comment vous dire que pour les femmes, ça devient compliqué. Donc évidemment, en plus, il n'y a pas que l'avortement, il y a tout un tas de trucs problématiques, compliquées. La PMA, par exemple, la PMA qui va devenir interdite. Et en fait, justement, on va suivre l'un des personnages principaux. Merci Sabine pour ton abonnement, merci beaucoup, c'est adorable. Merci, merci. Donc qui est Roberta, elle, en fait, elle est célibataire. Elle a 40 ans, enfin elle a 39 ans. Non, elle a pas 39 ans, elle a vraiment... Non, elle a même plus de 40 ans, je crois. 39 ans, c'est parce que je pensais à Frida dans... Je me suis trompée. Dans l'école des bonnes mères. Non, Roberta, je crois qu'elle a plus de 40 ans. Elle doit avoir 41 ou 42. Quelque chose comme ça. 42, je crois. Et elle veut absolument avoir un enfant. Le problème, c'est qu'elle n'a que quelques semaines pour que ses PMA, en fait, fait des PMA pour que ces PMA réussissent, puisque ensuite, ça va devenir interdit pour les femmes seules. Voilà, c'était ça, en fait. Et du coup, elle n'aura plus que l'adoption comme recours. Et non, mais même, je crois même que l'adoption aussi va être interdit. Enfin bon, bref, ouais, c'est ça, en fait. Elle aura plus de recours. Donc du coup, elle est en panique et tout. Bref, en plus, elle a un âge avancé, donc personne veut, parce qu'elle essaye d'adopter aussi, personne veut qu'elle adopte parce qu'elle est trop vieille, enfin bon, et parce qu'elle est seule. Bref, c'est tout un truc. On suit aussi Suzanne, qui est une mère de famille. Alors j'avoue que son personnage, j'ai eu un peu de mal avec celui-ci, parce que j'ai pas trop compris. Vraiment, je m'excuse, hein, mais j'ai pas trop compris à quoi elle servait vraiment dans l'histoire, en vrai. À part être chiante, mais pas chiante comme on peut avoir des clichés sur les femmes. Non, non, pas du tout. C'est chiante dans le sens où elle aime personne. Enfin, bref, je sais pas comment dire. J'ai du mal avec son personnage. Coucou Viviane, j'espère que tu vas bien. Ensuite, il y a le personnage de Mathilda que j'ai beaucoup beaucoup aimé, qui est une jeune étudiante qui malheureusement va tomber enceinte sans le vouloir, et du coup qui va absolument chercher à avorter. Et enfin le personnage de Jean, qui est une sorcière
On peut dire comme ça, pas sorcière dans le sens où elle a des pouvoirs magiques, mais dans le sens une guérisseuse en fait. Oui, c'est ça, je crois que c'est la guérisseuse. Dans le sens où voilà, elle utilise des plantes et tout ça pour soigner les femmes, puisque ça devient difficile justement. Donc tout ce qui est gynécologique maintenant, c'est plus difficile dans cette Amérique un peu dystopique. Et du coup, elle va s'occuper de ça. Et d'ailleurs, elle va être accusée à tort d'avoir fait avorter une femme. Mais bon, je vous en dis pas plus. Et voilà. Et donc, on va suivre ces 4 femmes. Alors, pourquoi je le mets quand même en avant-dernier, celui-ci? J'étais un petit peu déçue, honnêtement. Je m'attendais vraiment à un truc beaucoup plus fort. Beaucoup plus fort, beaucoup plus émouvant, avec un message vraiment plus percutant. Et moi, j'ai trouvé que ça n'avait pas été le cas. J'ai trouvé que c'était trop consensuel. Il y a même des moments où j'ai eu l'impression que le message n'était pas celui qui aurait dû être passé, en fait. Et j'ai trouvé pas mal de maladresse dans ce roman, de la part de l'autrice. Où limite il y a un moment par exemple où elle sous-entend beaucoup très fort que c'est dommage d'avorter parce que comme il y a beaucoup de femmes qui voudraient adopter des enfants, bah du coup ça fait moins d'enfants à adopter. Et moi j'étais là, mais dis pas ça Lénie, c'est pas bien. Parce qu'en plus ça change rien. Ça change rien. C'est pas parce qu'il y a moins d'avortements qu'il y aura qu'il y aura plus d'enfants à adopter, parce que le processus d'adoptement il est très très complexe en fait. Ça marche pas comme ça. C'est pas les vases communicants. C'est pas ah bah tiens il y a un enfant qui naît, hop on peut le faire adopter. C'est pas comme ça que ça fonctionne en fait. Et du coup j'étais un peu déçue par ce passage-là, voilà. Mais après, elle s'est rattrapée. Elle s'est rattrapée quand même sur l'avortement, voilà. Je vous dis pas comment, pourquoi, mais bon, voilà, il y a quand même un message. Le message, il est quand même très féministe, hein. Je dis pas que c'est anti-féministe ou non, hein, pas du tout. Mais voilà, je trouvais que c'était trop modéré, en fait. C'est ça le truc. Ça allait pas assez au bout des choses. Moi, j'aurais aimé que ce soit vraiment plus percutant. Et voilà, en plus, encore une fois, les arcs narratifs sont sont très très illégaux. Ah non, bah oui, c'est un peu illégal du coup là dans ce livre. Sont très très inégaux, pardon. Euh, Parce que, alors voilà, j'ai adoré, moi les deux que j'ai adoré, c'est Roberta et Mathilda. Parce que Roberta, parce que ça quête pour avoir un enfant. Et Mathilda, sa quête, ça complète du coup, sa quête pour ne pas en avoir un. En fait, c'est ça qui était extrêmement intéressant. Franchement, déjà, ces 2 arcs narratifs auraient suffi. Après, celui de Jean, il est important parce que il vient un peu compléter le truc. Voilà, puisque elle va avoir son importance justement par rapport à son aide. Voilà. Mais c'était un peu moins intéressant, sauf le moment où effectivement il va y avoir tout le truc du procès, c'était intéressant. Et par contre celui de Suzanne, Suzanne avec ses enfants, j'ai pas compris l'intérêt de ce personnage. Vraiment Suzanne, elle m'a saoulée, je voulais pas lire les arcs narratifs, les parties de Suzanne, je voulais pas les lire, mais je les ai lus quand même, mais bon voilà, ça me saoulait. Donc une bonne lecture quand même dans l'ensemble, il faut dire, voilà, il y a plus, beaucoup plus de positifs que de négatifs, mais une petite déception sur le côté féministe que j'aurais voulu beaucoup plus impactant. Voilà, pour celui-ci. Mais je le conseille quand même parce que comment dire, ça interroge quand même sur pas mal de choses. Voilà. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, alors celui-là, c'était pas du tout prévu que je le lise. Parce que je cherchais un livre audio, je savais pas, comme j'avais prévu de la fantaisie en audio, j'avais pas envie au final. Et comme dans Des Gommes Tapales, on avait dit qu'on ferait l'Italie ce mois-ci, mais je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'il y a en audio, en italien? Et j'ai trouvé ça. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, je vais écouter ça. L'eau du lac n'est jamais douce de Giulia Caminito. Où en fait, alors c'est marrant parce que le pitch, au final, le pitch ne représente pas vraiment le roman.
Mais pour une fois, c'est dans le bon sens du terme, parce que souvent, on en attend beaucoup parce que le pitch est terrible et on est déçu. Et là, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que le pitch, il m'attirait pas plus que ça, même si je me doute, même si j'avais envie de le lire parce que je savais qu'on allait être dans un roman noir familial et que j'aime beaucoup. Ah, c'est vrai, Sabine, c'est marrant. Mais en fait, c'est bien différent, même si on est quand même dans un roman noir familial. Donc, pour être clair, en gros, le pitch, c'est que on va suivre une mère qui est assez pauvre, en fait, ça se passe en Italie. Hein. C'est une famille assez pauvre. Il y a une mère, il y a 4 enfants, donc 2 jumeaux qui sont en bas âge. Euh, et elle a un mari qui est handicapé. Il a eu un accident de travail et en plus, malheureusement, comme il y travaillait au noir, il n'a pas eu d'indemnité de quoi que ce soit. Donc ça a été terrible pour la famille et c'est encore terrible pour la famille. Du coup, c'est vrai, Sabine, c'est presque ton histoire, mais c'est toi la malade. C'est ouf. Mais du coup, voilà. Alors le souci, c'est ça, c'est que, enfin le souci ou pas d'ailleurs, mais dans le pitch, on insiste beaucoup sur le rôle de la mère, en fait. On a l'impression que tout va tourner autour de la mère. Or, c'est pas vrai. Or, tout va vraiment tourner autour de la fille qui est au milieu, en fait. Sachant que donc, elle a un frère aîné. Le frère aîné, il n'a pas le même père. Voilà. Donc, le père qui est handicapé, là, c'est pas le père du fils aîné. Et, et en fait, voilà, c'est la fille qui est au milieu, qui va vraiment raconter, c'est la première personne qui va vraiment raconter son histoire. Et effectivement, il y a une relation importante avec la mère, mais c'est pas le thème central, sa relation avec sa mère. C'est vraiment pas ça, en fait. Ouais, merci Steph, t'as vu, j'ai racheté un truc. Ouais, alors c'est Kim qui m'a poussé parce que je dis ah mais j'en ai déjà un, mais bon il est juste orange. Il me dit ouais mais regarde celui-là il change de couleur et tout. Je fais ouais allez c'est bon putain je me fais trop avoir. Voilà donc bon, c'est USB donc ça va il y a pas besoin de pile ou de quoi que ce soit. Mais ouais ça se verrait mieux s'il y avait un peu moins de luminosité. C'est pour ça que j'ai fermé les rideaux et tout pour qu'il y ait un peu moins de luminosité qu'on voit un peu mieux. Mais en même temps, il me faut quand même la lumière sur mon visage, sinon je serais dans le noir. Bref, donc voilà, en fait, ça va tourner autour de cette fille. Alors, au tout début du livre, elle est jeune ado, je crois qu'elle rentre au collège. Donc, elle est pré-ado même. Et en fait, comme elle est issue d'un milieu pauvre et qu'elle va dans un collège, elle se retrouve, je ne sais plus comment, dans un collège un petit peu huppé en fait. Et donc, forcément, elle va subir pas mal de harcèlement. Mais on va suivre ce personnage qui est vraiment... J'ai adoré ce personnage. Comment il s'appelle déjà? Putain, je l'ai lu il y a pas longtemps et j'ai oublié son prénom. C'est un truc de fou. Merde. Je suis vraiment trop nulle pour les prénoms. Je m'excuse. Alors c'est marrant parce que j'ai retenu tous les prénoms des Heures Rouges. Alors que je l'ai lu il y a assez longtemps. Hein, il y a au moins 3 semaines. Mais celui-là que je viens de finir de lire, je me souviens plus des prénoms. Je me rappelle du prénom de la mère qui est Antonia. Mais c'est normal en même temps. C'est parce que comme c'est à la première personne, on a rarement son prénom en fait. Je viens de percuter, mais c'est ça en fait. On dit quasiment jamais son prénom. Donc du coup, je me souviens pas. Merci Steph. Et donc voilà, en fait, ce personnage de l'héroïne, la jeune héroïne, est génial parce que elle va toujours réussir par des truchements à s'en sortir elle-même en fait, à se démerder dans la vie malgré les difficultés et tout ça. Et en fait, c'était passionnant. Parce que mine de rien, il se passe pas non plus des trucs de foufinou, mais c'est ça qui est bien parce que c'est très réaliste du coup. Donc il y a des histoires d'amitié, de désamitié, des histoires de petites romances, de sexe aussi, enfin voilà, il n'y a pas de scène de sexe, hein, pas du tout, mais pour dire que voilà, des histoires d'attirance, on va dire. Euh, Tout ce qu'on peut, on va la suivre en fait du début du collège jusqu'à ses études, le début de ses études supérieures en gros. Mais c'était hyper prenant. J'étais vraiment, j'étais à fond. En fait, j'ai trouvé cette histoire excellente. Alors, elle va connaître des drames aussi. Euh, et puis, bah, en fait, j'aimais bien parce que voilà, ça se passe en Italie. Il y a un côté. Moi, ça m'a fait penser parfois à l'amie prodigieuse, à la différence près que là, ça se passe
plus de nos jours. Mais en plus, je me suis vraiment identifiée à l'héroïne. Pourquoi? Parce que je pense qu'elle a à peu près mon âge, parce que je crois que c'est sa jeunesse. Elle est un peu plus jeune peut-être, mais sa jeunesse, c'est dans les années 90. C'était sympa aussi, voilà. Du coup, il y avait un petit peu de souvenirs des années 90. Beaucoup de références, enfin beaucoup, pas beaucoup, parce que c'est pas fan service, hein, c'est pas fait exprès pour dire, hey, regardez, machin. Non, non, mais quelques petites références comme ça aux années 90, distillées. Et puis après aux années 2000, par rapport à la mode en plus, voilà. Du coup, je pense qu'elle est un peu plus jeune, mais du coup, je me suis vraiment identifiée de ouf, c'était trop génial. Voilà, donc j'ai adoré cette histoire et pourtant, voilà, ça arrive qu'en cinquième position. C'est dire que j'ai des bonnes lectures. J'ai eu des bonnes lectures. Ça n'a pas été un coup de cœur. Ça n'a pas été un coup de cœur parce que il n'y a pas eu de... Je suis un peu comme Sève, en fait, peut-être pour ça, mais il n'y a pas eu de grosses scènes ultra marquantes, il n'y a pas eu de messages de ouf où je me suis dit, waouh, c'est génial et tout. Non, c'est juste très agréable à lire, c'était sympa. Il y a des messages sociaux aussi, voilà, forcément, sur la pauvreté, sur un petit peu féministe aussi, voilà, sur la maternité aussi, parce que le rôle de la mère est quand même assez important, sur le handicap un petit peu aussi. Voilà, il y avait pas mal de petits trucs distillés comme ça, sans que ce soit trop. Putain, je suis rouge, ça y est, encore, là, dès que le soleil arrive, c'est marrant. Voilà, mais c'était très sympa, donc moi je vous le conseille. Voilà, si vous avez envie d'un petit roman contemporain noir sur l'adolescence, sur la famille, sur un peu le harcèlement scolaire aussi. Il y a pas mal de petites thématiques comme ça qui sont intéressantes. Tout ça parce qu'on va suivre sur la maladie aussi. Voilà, beaucoup de petites thématiques distillées, beaucoup sur l'amitié, hein, beaucoup sur l'amitié. J'ai beaucoup aimé cette thématique d'ailleurs. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant. La thématique de l'amitié, là-dedans, est très forte et pas cliché. Et j'ai adoré. Je me suis tellement reconnue. Franchement, je pense que c'est pour ça que j'ai aimé, parce que je me suis beaucoup, beaucoup identifiée à l'héroïne. Alors, pas toujours, hein, parce qu'il y a des moments où elle fait des trucs un peu pas très cool. Mais voilà. Oui, justement, Sabine, je l'ai écouté en audio. Je l'ai écouté en audio. Donc voilà. C'est pour ça, ce que je disais, je cherchais un livre audio et du coup, je me suis dit, je vais me combiner Italie, livre audio et j'ai trouvé ça et c'était très bien. La lectrice est très bien. La lectrice est très très bien, elle raconte très bien. C'était vraiment prenant. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Il est assez court en plus. Enfin, il est assez court. Oui, il doit faire. Je pense qu'il doit faire. Parce qu'il faisait 7 heures. Donc, je pense qu'il doit faire dans les 300 pages. Quelque chose comme ça. Je pense. Voilà. Donc, il n'est pas très très long. Ouais, franchement, ouais. Vraiment une très bonne surprise. Voilà. Ensuite, alors un petit manga. Mais j'ai trop rigolé avec ce manga. J'ai trop rigolé. C'était excellent. Ouais, tout à fait, Viviane. Moi, j'adore m'identifier. Quand je m'identifie à un personnage, c'est génial. Vraiment. Voilà. Ah, Stéphanie, il faut essayer les audios quand tu fais autre chose. Moi, c'est simple. J'écoute livre audio principalement en faisant du sport. Et le soir, avant d'aller me coucher, j'aime bien. Je joue un petit peu sur mon téléphone en écoutant un petit livre audio. C'est reposant, j'aime bien. Voilà, et puis sinon, ça peut être en voiture aussi, parfois aussi en faisant le ménage ou parfois même en travaillant, ça dépend en fait. Voilà. Voilà. Donc, un petit manga qui n'était pas en audio cette fois, du coup. Manga en audio, ça va être compliqué. Night of the Living Cat. Alors, quand je vais vous dire le pitch et tout, franchement, je suis sûre que ça va vous donner envie de le lire. En fait, on est dans un genre, donc là c'est le tome 1 que j'ai lu, on est dans un genre d'apocalypse zombie. Sauf que les zombies, ce sont des chats. Mais ce sont pas des chats qui vont bouffer les gens. Non. Il n'y a rien de sanglant dans ce truc, c'est ça qui est génial. C'est vraiment... Franchement, c'est tout public. En fait, les chats, il va y avoir un espèce de virus qui va se propager. Alors, c'est tout expliqué dans le truc. Hein. Mais c'est par le toucher que du coup on chope le virus et qu'on se transforme en chat.
Donc du coup, les chats deviennent de plus en plus nombreux et du coup, à chaque fois qu'ils vont vouloir se frotter à toi et tout ça, c'est là que tu risques d'être transformé toi-même en chat. Et donc, on va suivre des survivants comme ça qui vont tenter d'échapper aux chats parce qu'ils ont, même s'ils aiment les chats, ils n'ont pas envie d'être transformés eux-mêmes en chats, ils ont envie de rester humains. Et donc voilà, on va suivre comme ça la survie. Mais en fait, ce que j'ai trouvé extrêmement drôle, c'est que le personnage principal, j'adore le personnage principal, je sais plus comment il s'appelle, Kogaru, je crois. Je sais plus. Le personnage principal, en fait, c'est un homme qui travaillait avant ça dans un bar à chats et qui adore les chats, mais vraiment, et qui connaît très bien les chats, il connaît toutes leurs habitudes et tout ça, machin. Et c'est ce qui va lui permettre de survivre d'ailleurs, parce que du coup, voilà, il va savoir comment esquiver et tout. Et en fait, il est trop malheureux parce que lui, il adore les chats, il adore faire des câlins aux chats. Mais c'est trop bien parce que c'est trop génial parce que le mec, il a l'air trop viril, trop machin. Ouais, je suis trop un mec mystérieux et tout. Mais il adore trop faire des câlins aux chats. Et du coup, il va être trop malheureux parce qu'il peut plus les toucher parce que sinon, bah voilà, il risque de se transformer en chat. Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'était drôle! C'était super drôle en vrai. Et il y a plein de petites notes sur les chats. Alors, il y a des petites notes pour nous expliquer les différentes races de chats, etc. Et puis, on apprend pas mal sur leurs habitudes. Ah, bah, quand ils font ça, ça veut dire ça, etc. C'est une ode au chat, ce truc. Et franchement, je me dis, c'est là que j'adore les Japonais pour ça. Je me dis que si les Américains avaient écrit un truc comme ça, ils auraient fait en sorte que les chats bouffent vraiment, voilà, et bouffent les humains. Ou, s'ils avaient fait un truc pareil sur le toucher et tout ça, ils auraient fait des chats vraiment fourbes, vraiment mauvais, vraiment qui te griffent, qui machin, parce que les Américains, ils aiment pas les chats. Là, non, pas du tout. Les chats, ils ne veulent aucun mal. En fait, ils veulent juste que tout le monde devienne des chats parce qu'ils veulent agrandir leur cercle de chats. C'est trop bien. Et du coup, en fait, ils attaquent jamais les humains. Juste, ils veulent trop faire des câlins aux humains. Je trouve ça génial. Franchement, voilà. Si vous aimez les chats, lisez au moins le premier tome de ce manga parce que vous allez trop vous marrer. Franchement, vous allez trop vous marrer. Voilà, parce que vous allez vous reconnaître dedans, c'est obligé. Et purée. Avec le truc du bar à chat et tout. Ah, c'est génial. Voilà. Bon, après, voilà. Après, je sais pas combien il y aura de tomes. Je pense que sur la durée, ça peut vite être lassant parce que bon, on a compris le principe et tout. Alors, je sais pas trop comment ils vont tenir sur la durée. Voilà, j'achèterai très certainement le tome 2, mais je pense que selon le nombre de tomes, c'est pas forcément un truc que je vais lire en entier, parce que bon, au bout d'un moment, voilà. Après, s'il y a 3-4 tomes, c'est nickel pour moi, je pense que voilà, parce qu'après tu fais vite le tour quand même. Mais franchement, c'était trop drôle, j'arrêtais pas de me marrer en lisant ce truc. Voilà, et vive les chats, vive les Japonais, parce qu'ils adorent les chats. Voilà. Attends, alors, attention, je suis en train de dire vive les Japonais dans environ 2-3 livres. Non, même pas. Au livre prochain, je vais dire l'inverse. Voilà. Là, c'est vive les Japonais. Le livre prochain, c'est les Japonais, c'était vraiment des connards quand même. Voilà, je vous dis comme ça. Bah oui, mais en même temps, tous les peuples ont des bonnes choses et des mauvaises choses. Hein. Voilà, donc là, les bonnes choses, c'est qu'ils adorent les chats. Maintenant, bon, on va passer. Voilà, bah oui, c'est ça. On va passer aux Japonais colonisateurs barbares. Attention, ça va être moins drôle. Donc, le cycle d'Imjin, le tome 1, notre pays que j'ai chroniqué d'ailleurs hier sur Instagram, qui est un SP qui m'a été envoyé par les éditions Les Ateliers du Cahier. Non, les Ateliers des Cahiers, pardon. Avec qui je suis en partenariat et qui m'ont fait le plaisir de m'envoyer 2 superbes livres, dont celui-ci, j'ai oublié de dire l'autrice, c'est Hélène Casado. Je suis pas sûre de la prononciation. Donc, dans ce livre, on va être en Corée du Sud, de nos jours, au début en tout cas. Et on va suivre Hanul, qui est une jeune étudiante
qui donc c'est pas trop, en fait je crois elle se tâte un petit peu, voilà, ce qu'elle va faire dans la vie, voilà, je crois qu'elle vient, je pense qu'il me semble qu'elle vient d'avoir son diplôme, et que je sais plus, ou du moins qu'elle va l'avoir, bref, je sais plus ce qu'elle fait exactement, mais en tout cas je me rappelle qu'elle avait du mal à se projeter vraiment dans ce qu'elle allait faire, mais bon, c'est pas ça qui a son importance dans l'histoire, pas pour l'instant en tout cas. Ligament tordu, merci pour ton suivi. Je sais pas, bah, la Coupe du Monde de rugby, je supporte la France, je suppose. Sinon l'Italie, parce que je suis italienne. En vrai, je regarde pas trop le rugby. Par le passé, ça m'est arrivé. J'aimais beaucoup. J'étais même allée voir un match. J'aimais beaucoup. Ah, comment il s'appelait? Il était dans le Stade Français. J'ai oublié son nom. Bref, bon, c'est pas grave, mais c'était il y a longtemps. C'était il y a longtemps. Donc là, donc voilà, on va suivre Annel. Annel, elle a une petite bande d'amis. Et en fait, dès le début, on va un petit peu parler de l'hostilité qu'il y a entre les Japonais et les Coréens. Puisque, voilà, on le sait, ou pas, si vous ne le savez pas. Oh, ton petit chat, c'est vrai, Sabine! Pardon pour la deuxième interruption. Après les rugby, les chats. Ah, trop bien, Sabine, ça va être trop cool. Ah, bah, je suis très contente pour toi. Ça va être trop bien. Félicitations. J'adore, je suis maman, mon petit chat. Ah, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Bah oui, c'est clair, tu l'attendais depuis longtemps. Je suis trop contente pour toi. Donc, c'était cette interruption. Ouais, mais quand on parle de chat, on peut pas ne pas faire l'interruption. C'était, voilà. Chat overall. Ah, super. Je suis trop contente. Sabine, faudra nous tenir au courant, hein. Vraiment. Moi, j'adore. Donc, voilà, ça va parler, voilà, parce que les Japonais, il faut savoir que les Japonais ont été un grand peuple de colonisateurs, et notamment beaucoup en Corée, voilà. Et donc, du coup, bah, forcément, du fait d'avoir été colonisé, il y a même eu des génocides, hein, de Coréens. Forcément, les Coréens, ils sont pas foufinous, voilà, envers les Japonais. Ils n'aiment pas. On pourrait croire, hein, qu'ils sont amis et tout, non, en fait, ils sont pas très amis. Et au début, c'est ça qu'on ressent, en fait, puisque la bande d'amis va croiser des Japonais qui sont en tenue traditionnelle, en plus en kimono, qui font des photos de mariage, je sais pas quoi. Et donc, voilà, de suite, les amis de Hanel vont faire: ah, mais ils osent venir ici en tenue traditionnelle et tout ça, franchement, mais qui rentrent chez eux. Enfin, bon, bref, le truc pas sympa, quoi. Et Hanel va dire: non, mais arrêtez, voilà, c'est pas de leur faute si leurs ancêtres ont été des colonisateurs et tout. Alors, ça, c'est le sempiternel débat. Je pense qu'elle va changer d'avis après un petit peu, mais je veux pas spoiler. Et en fait, à un moment, coucou Sandrine, j'espère que tu vas bien. Coucou. Et en fait, à un moment, ce qui va se passer, c'est que la bande d'amis vont vouloir visiter une grotte. Alors, je ne sais plus comment, pourquoi, bref. Tiens, il y a un truc sympa, il y a un truc sympa à voir et tout, on y va, sauf que c'est un peu dangereux. Et en fait, je sais plus comment, mais il y en a un qui va glisser, l'autre qui va vouloir rattraper l'autre, etc. Bref, ils vont tous, enfin en tout cas, une bonne partie d'entre eux vont se retrouver à l'eau, parce que c'est une grotte qui est au bord de la mer. Et à un moment, en fait, Hanel va essayer de sauver un de ses amis qui s'est cogné la tête. Et en essayant de le sauver, en fait, parce qu'il y a une espèce de courant, vous savez, l'espèce de trou qu'il peut y avoir dans les grottes comme ça, de fond marin, et elle va se retrouver emportée dans le truc. Et quand elle va se réveiller, elle est de nouveau dans cette grotte, elle est allongée dans la grotte, mais il n'y a plus personne autour d'elle. Voilà, et elle comprend pas, ses amis ont disparu, donc elle se dit qu'ils sont peut-être partis chercher des secours pour elle. Et donc, voilà, elle va sortir son téléphone, elle va essayer de l'allumer et tout, mais évidemment, il a pris l'eau et tout, donc il est inutile. Donc elle va... Et d'ailleurs, elle va brancher un chargeur dessus. Mais ça marche pas, donc elle va le jeter. Et elle va essayer, elle va faire du feu, enfin voilà, elle va se démerder comme elle peut, en attendant au moins de se sécher et de trouver un moyen de sortir de là. Jusqu'à ce qu'il y ait des hommes
qui arrivent dans la grotte, en fait, parce ils l'ont entendu. Et en fait, ces hommes, ils sont habillés en tenue traditionnelle japonaise. Et du coup, elle va se rappeler des Japonais qui étaient aussi en tenue traditionnelle, qui faisaient des photos et tout ça. Elle va se dire, ah, mais du coup, ils ont fait toute une reconstitution historique, en fait, parce qu'ils sont en tenue de samouraï. Coucou Babs, j'espère que tu vas bien. Et du coup, elle va commencer à leur parler en japonais, parce qu'Anne parle le japonais, parce qu'elle fait ça dans ses études. Je crois qu'elle apprend le japonais pour ses études. Sauf qu'en fait, ils vont rien comprendre. Parce que le truc, c'est que, donc vous l'aurez compris ou pas d'ailleurs, le truc c'est que Annel est retournée dans le passé. Par, en s'évanouissant en fait. Elle est retournée dans le passé en 1597. À l'époque de la première invasion japonaise, qui a donné lieu à ce qu'on appelle la guerre d'Imjin. Allez vous renseigner sur Wikipédia, c'est extrêmement intéressant. Mais en même temps, ou lisez ce livre, parce que ça raconte très bien les faits. Mais ça, elle le sait pas encore, en fait, hein, évidemment, elle croit que voilà, mais eux, ils comprennent pas son japonais à elle, et ça je trouvais ça génial, d'ailleurs, parce que bah, forcément, elle parle un japonais qui est récent, alors que eux, ils parlent un japonais médiéval, quoi, en fait, de l'ère Edo. Ce qu'on appelle l'ère Edo, c'est le Moyen-Âge japonais, l'ère des samouraïs, en fait. Et donc, forcément, la langue a évolué avec le temps, donc ils arrivent à comprendre quelques mots, mais pas plus. Et du coup, voilà, il y a quand même une barrière de la langue. J'ai trouvé ça très intéressant parce que dans les récits de voyage dans le temps, que ce soit n'importe où, je pense aux visiteurs, par exemple, voilà, qui certes une comédie, hein, voilà, fantastique et tout ça, machin. Mais je veux dire, au Moyen-Âge, on ne parlait pas le même français qu'aujourd'hui. Si quelqu'un du Moyen-Âge venait là, dans le temps présent, on comprendrait absolument rien à ce qu'il raconte, en vrai. Bah là, c'est pareil, et je trouve ça intelligent d'avoir pensé à ça. Voilà. Et puis, donc, évidemment, alors au début de ce livre, franchement, c'était très léger. J'avais l'impression de lire un petit young adulte, voilà, parce que c'était rigolo. Elle retourne dans le temps, elle voit des samouraïs. Ils essayent de comprendre, je me rappelle, avant de la découvrir elle, ils découvrent son portable, et ils essayent de comprendre ce que c'est que ce machin. Et alors j'aime beaucoup quand ils voient écrit Samsung derrière et qu'ils disent mais qu'est-ce que c'est que cette langue? Parce que c'est écrit en alphabet roman en fait, voilà, c'est pas écrit en coréen. Et donc Samsung, ils comprennent pas. Enfin voilà, il y a tout plein de trucs assez drôles, voilà, leur rencontre et tout. Et moi au début j'étais là, ouais, mais pourquoi ils la font pas prisonnière? Pourquoi ils la violent pas aussi? Parce que c'est vrai, c'est logique, quoi. Mais en même temps, c'est parce que en fait, ils voient que. Alors déjà, Anol, j'ai oublié de préciser, mais Anol, elle a un physique un peu atypique parce que elle a des ancêtres kazakhs. Non, oui, c'est ça, kazakh, du Kazakhstan. Et donc, elle a les cheveux très clairs. Ils sont naturels, elle a les cheveux très clairs, elle a les yeux assez clairs aussi, alors qu'elle est parfaitement coréenne. Et surtout, elle est très grande, parce qu'elle mesure 1,80 m, ce qui est extrêmement grand. Et surtout, quand on retourne dans le Moyen-Âge, il faut savoir qu'avant, et ça c'est partout dans le monde, hein, les gens étaient beaucoup plus petits. Et de fait, elle dépasse d'une tête même les plus costauds des samouraïs, en fait. Elle est hyper grande pour eux. Et donc, quand il la voit comme ça, très grande, avec ses cheveux clairs, voilà, son physique un peu hors norme, mais ses bijoux, parce qu'elle a des bijoux, alors évidemment, c'est des bijoux clairs, ça, c'est des bijoux à la con, mais voilà, pour eux, ils le savent pas. Et du coup, ils la prennent pour une reine ou pour une déesse, voilà, et du coup, ils osent pas lui faire quoi que ce soit. Et en fait, juste, finalement, ils finissent quand même par la constituer prisonnière, mais ils lui font aucun mal. Et en fait, on va suivre donc Annol qui va voilà, se retrouver chez ces Japonais, qui va devoir en fait se faire passer pour un homme pour que personne se doute voilà, de qui elle est, tout ça, machin. Même s'ils savent pas vraiment qui elle est en réalité. Hein. Ils savent pas du tout qu'elle vient du futur, évidemment. Il paraît que Louis XIV revenait... Ah, si Louis XIV revenait maintenant, pour nous, il parlerait comme un sketch de paysan de nos jours. Ah bah certainement. Le roué, c'est moué. Le roué, c'est moué. Mais certainement, Sandrine. Complètement. C'est logique. Pas de souci, Sabine. Et donc voilà, ils vont la renommer, ils vont l'appeler Nijiko. Et donc jusqu'à ce moment-là, en plus, elle va un peu lier des liens quand même, voilà, finalement, elle va dire, ah, ils sont sympas, enfin voilà, ils veulent pas de mal, donc ça va plus ou moins s'attacher à certains d'entre eux.
Par exemple, elle va sauver il y en a un qui va l'aider à sauver un oiseau qui est blessé. Enfin voilà, donc tout mignon. Voilà, donc pendant toute cette partie du livre, c'est au tout début, hein, je vous spoile rien. Pendant toute cette partie du livre, j'étais là, ah, c'est gentil, c'est mignon, c'est sympa. Voilà. Sauf que ça va pas rester mignon, sympa longtemps, en réalité. Putain, je vous avoue que j'ai été mais tellement choquée de la suite. Parce que, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont partir au combat. Parce qu'on rappelle que c'est quand même une invasion japonaise. Et il se trouve que les Coréens de l'époque, alors ça s'appelle l'ère Joseon à l'époque, hein, ça s'appelait pas la Corée. D'ailleurs, c'était une Corée unifiée, hein, et pas encore, ça c'est arrivé après la Seconde Guerre mondiale, hein, la Corée du Nord, Corée du Sud, hein, donc on en est bien loin. Les Coréens, enfin oui, c'était quand même des Coréens, c'était le peuple coréen, même si le pays s'appelle le Joseon. Les Coréens n'étaient pas un peuple guerrier, pas du tout, du tout. Les Coréens étaient un peuple d'agriculteurs et d'artistes. Ils se vouaient beaucoup à l'art. C'est très intéressant. Voilà, c'est très bien raconté cette partie-là. Et de fait, bah, ils ne savaient pas du tout se battre. Et donc, ils se sont fait, mais laminés par les Japonais. Et on va suivre une partie de ce massacre, parce que c'est clairement un massacre. Et donc Hanul va assister à ça. Donc en gros, qu'est-ce qui se passe? Que les Japonais, ils prennent les villages. Et comment ils prennent les villages? Ils tuent tout le monde, sauf certains hommes qui vont faire prisonniers, parce que du coup, bah, ça va leur servir. Genre, notamment les médecins, les gens, voilà, des gens qui peuvent leur servir. Mais sinon, donc tout ce qui est femmes, enfants, vieillards, tout ça, ça dégage de façon. Mais alors, c'est pas. Comment vous dire? C'est horrible. Donc, ils violent les femmes, ils torturent pour le fun. Voilà, ils font des jeux avec les enfants, des jeux sadiques. Mon Dieu, et moi, je lisais ça, j'étais là. Putain, est-ce que je suis vraiment dans la même histoire qu'au début? Ah, j'étais, mais. C'est vrai, Sabine? Tiens, c'est dommage, il n'y a pas Yasuna d'ailleurs, parce que Yasuna, je rappelle, est d'origine coréenne aussi. Adopté en Belgique aussi d'ailleurs, voilà. Ah oui, non, mais c'est clair. Ah, mais oh, franchement, mais moi, c'est pas la première fois, parce que bah, dans Pachinko, on parle surtout de la partie au début du XXe siècle. Parce que c'est une autre invasion japonaise, il y en a eu plusieurs. Mais voilà, à force de lire des histoires comme ça, des livres sur l'histoire de la Corée, tu te dis, mais ce peuple a pris extrêmement cher. Mais vraiment. Parce qu'il n'y a pas que les Japonais. Parce qu'après, il y a eu évidemment la scission Corée du Nord, Corée du Sud. Ça, c'est les Américains et les Soviétiques. Ils ont tout eu. Les Coréens, ils se sont fait laminer la gueule. Et aujourd'hui, je suis très très contente qu'ils prennent leur revanche, parce que maintenant, ils rayonnent dans le monde entier, culturellement parlant et technologiquement parlant aussi. Et tant mieux, je suis très contente, parce que vraiment, ils ont pris cher, les Coréens. Et là, franchement, mais là, mon Dieu, j'étais là, mais c'est horrible. Et là, donc l'héroïne qui suit ça, du coup, elle se dit, ah ouais, en fait, ils sont pas si sympas que ça. Et en fait, le livre, ça va être, en gros, elle va tenter de sauver des personnes, un peu comme la liste de Schindler, si vous voulez, mais voilà, évidemment pas de la même façon, mais elle va essayer de trouver des stratagèmes pour sauver les gens. Oh, mais mon Dieu, que c'est horrible. Vraiment, c'était dur, dur, dur à lire. Alors, c'est qu'un tome 1, donc pour l'instant, il n'y a pas vraiment de fin. Donc, j'attends la suite avec impatience. Voilà, et du coup, je pense que la petite référence au début pour dire ouais, mais attends, les Japonais, machin, je pense que là, ça va changer. Alors, je pense pas que le but de l'autrice, ça soit de dire bon, faut pas aimer les Japonais parce que regardez ce qu'ils ont fait. Je pense que c'est plutôt pour expliquer l'hostilité des Coréens envers les Japonais. C'est un peu comme chez nous avec les Algériens, par exemple. Bah oui, parce que voilà, suite à la colonisation, ça a été un massacre aussi. Et donc on peut comprendre qu'ils aient une certaine hostilité aussi. Enfin voilà, en plus on les a fait venir pour faire le sale boulot. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs, pas là en 1500 machin, mais par contre au début du XXe siècle, les Japonais, ils ont fait venir les Coréens en masse pour faire le sale boulot aussi, hein. Et qu'est-ce qu'il y a eu? Mais ça, on le voit dans Pachinko beaucoup. Il y a eu de la délinquance, tout ça. Donc, c'est pas une question d'ethnie, de couleur de peau, de culture. C'est une question de putain de colonisation qui détruit tout, quoi.
C'est vraiment encore un truc pour dire que la colonisation, c'est un fléau. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas pour apporter la civilisation, machin. Non, c'est faux. Ce n'est que du massacre. Voilà. Et là, mon Dieu, voilà. Bref, en tout cas, tout ça pour dire que vraiment, j'ai absolument adoré. Alors, ça fait un peu sadique de dire ça. Ouais, j'ai adoré suivre le massacre. Non, c'est pas ça. C'est parce que voilà, il y a tout ce qu'il y a derrière. C'était extrêmement intéressant. Alors, il y a une part de fantastique. Parce que, outre le voyage dans le temps, il y a les esprits. Il y a des esprits, en fait, on va suivre certains esprits des morts, en fait, qui reviennent et tout, mais il n'y a pas de communication entre les vivants et les esprits, hein, mais vraiment, c'est à part. Mais ça gêne pas, ça reste très réaliste, en fait, parce que justement, c'est inspiré de la mythologie, des mythologies japonaises et coréennes, c'est ça qui est génial. Et puis, ce que j'ai oublié de dire aussi dans ma chronique sur Instagram, c'est vrai, j'ai oublié de dire ça, mais c'est que dans l'histoire, il y a des personnages qui ont réellement existé. Voilà, on va suivre certains personnages qui ont réellement existé historiquement parlant. Donc c'est non moins intéressant. Franchement, vraiment, je pense que cette autrice a vraiment travaillé là-dessus pour dépeindre l'histoire telle qu'elle est. Alors même si évidemment c'est pas à l'avantage des Japonais, mais il y a un moment où ben voilà, faut dire les choses quoi. Alors les Japonais aussi, ils ont eu leur lot de saloperies. Ben, je pense aux bombes atomiques, hein, par exemple. La Seconde Guerre mondiale, pour eux, ça a été un massacre aussi. Après, bon, ils étaient du côté des nazis. C'est pas ouf non plus, mais quand même, voilà, ils méritaient pas ça. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, les Japonais, ça a quand même été un sale peuple. Hein, je suis désolée. Enfin, un sale peuple, c'est horrible de dire ça, mais voilà. Et c'est pas pour rien qu'ils étaient du côté des nazis. Hein. Après, attention, encore une fois, je ne parle pas du peuple, même si j'ai dit peuple. C'est le gouvernement. C'est à chaque fois, ça a été le gouvernement. Mais c'est vrai que voilà, les Japonais ont toujours été un peuple de guerriers, dominé par les guerriers. Là, dans ces siècles-là, c'était des maîtres de guerre. C'était qui gouvernait le pays. Ce n'était que des guerriers. C'était vraiment les samouraïs, les shoguns, ce qu'on appelait les shoguns. Voilà, donc c'était vraiment l'art de la guerre dans toute sa splendeur. Et il fallait, pour être un bon japonais, il fallait être un bon guerrier. Donc voilà, et ça a été, et finalement, ça s'est toujours ressenti petit à petit. Voilà. Bien sûr, voilà, c'est ça, Sandrine, tout à fait. Attention, je veux pas mettre tout le peuple dans le même panier. Ça veut pas dire que les Japonais sont foncièrement mauvais, tout ça. Attention, c'est vraiment les gouvernements qui ont été horribles. Les gouvernements qui se sont succédés depuis des siècles, vraiment. Au Japon, c'est compliqué. Même encore aujourd'hui, c'est pas foufinou, hein, je vous le dis. Hein. Voilà, bah par exemple, la condition des femmes, ça reste encore, il y a du progrès à faire encore. Hein. Les Coréens ont évolué de façon beaucoup plus progressiste. Alors, malheureusement, il y a eu un petit backlash qui fait qu'aujourd'hui, il y a eu un petit retour en arrière là-dessus, mais il continue. Mais il y a un réel mouvement qui se fait en Corée de progressisme, ce qui n'est pas le cas au Japon, ou très peu. Voilà. Et d'ailleurs, ça se ressent, parce que mine de rien, ben, là, les Coréens, ils ont pris le pas sur les Japonais au niveau culturel. Hein. Il n'y a pas photo. Hein. Là le Japon, là, il est en... À part au niveau des jeux vidéo, le Japon est en retrait. Hein. Là-dessus. Bon bref, voilà, c'est pas pour faire tout un débat. Après, je suis pas, j'en parle comme si j'étais une spécialiste de ces pays. C'est évidemment pas le cas. Je ne fais que retranscrire tout ce que j'ai appris finalement au fur et à mesure de mes lectures et d'autres choses que j'ai pu lire sur internet ou voilà qui sont toujours sourcées, hein, bien évidemment. C'est pas du complotisme, c'est pas voilà, mais il n'y a pas de qui je suis pour porter un jugement. Attention, voilà, toute proportion gardée, hein. Je suis pas historienne non plus, mais c'est extrêmement intéressant. Voilà, j'ai très hâte de lire la suite de ce livre. Donc le deuxième de la liste, pardon, excusez-moi, je n'arrête pas de me toucher le nez, mais parce que avec les allergies, c'est toujours pareil, voilà. J'ai le nez qui me gratte, et vraiment, quoi, c'est horrible. Horrible. Donc je m'en excuse, et voilà.
C'est ouf. Ça n'arrête pas. L'illusion du mal de Pier Giorgio Puglisi. Alors, voilà, parce qu'il paraît, il faut dire Puglisi. Je lui demanderai, parce que figurez-vous que l'auteur sera à la Comédie du Livre ce week-end, donc je vais lui demander. J'ai tellement de choses à lui dire. J'espère qu'il y aura un traducteur ou qu'il parle un peu français ou anglais ou machin, parce que j'ai énormément de choses à lui dire, à lui demander, voilà. Mais à commencer par la prononciation de son nom de famille. Pier Giorgio, il n'y a pas de souci, mais alors, voilà. Mais il paraît que les X en sarde se prononceraient comme des J, donc voilà. L'illusion du mal est un tome 2. Je tiens à le préciser. Cela dit, comme beaucoup de sagas policières, les tomes peuvent se lire indépendamment, puisqu'il y a toujours un petit récap de la vie des enquêteurs ou enquêtrices. Et c'est une nouvelle enquête. Voilà. Donc ça, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est un tome 2. J'avais déjà adoré le tome 1, où on suit... Donc, en fait, on suit deux femmes flics, dont une qui s'appelle Eva. Ouais, décidément, il y a beaucoup d'Eva dans les livres. On avait déjà eu cette discussion, d'ailleurs. Deux femmes quand même très fortes, il faut le dire, qui ont été un peu mises au placard. Alors, pour les raisons que je ne vous dirai pas, mais c'est intéressant. Les deux ont des vies très intéressantes. Qui ont été mises au placard, en fait. On les a envoyées... alors, il y en a une qui est déjà sarde et l'autre qui est milanaise, qu'on a envoyée en Sardaigne. Et donc, pour s'occuper un peu d'affaires dont personne ne veut, quoi. En gros, c'est ça. Donc, c'était dans le tome 1. Dans le tome 1, il y avait toute une enquête sur des rituels chelous qui avaient lieu en Sardaigne. Bref, je ne vais pas revenir trop sur le tome 1. Ouais, j'ai fini. Et dans le tome 2, je l'ai trouvé encore mieux que le tome 1. Parce qu'en fait, dans le tome 1, j'avais adoré suivre ces deux femmes, Eva et Mara, qui sont très complémentaires. Elles sont assez différentes, mais toutes les deux sont assez fortes quand même, mais elles sont vraiment très différentes dans le caractère. Il y en a une, donc Mara, elle, qui est très apprêtée. J'ai aimé un peu le contraste entre le fait qu'elle soit très apprêtée, très maquillée, très coquette et tout ça, machin, et le fait que ce soit une connasse. Vraiment, c'est une connasse. En vrai, c'est presque une anti-héroïne, mais on l'aime bien quand même parce que comme toutes les femmes, elle a ses problèmes à elle, et puis elle a son passé, et puis voilà, bref. Et elle a une fille, elle est mère célibataire en plus. Mais très, voilà, très rentre-dedans et tout ça, machin, ça rigole pas. Et puis Eva, elle est beaucoup plus taiseuse. Elle a un look complètement différent, elle a un look un peu rock et tout ça. Elle est d'origine irlandaise, elle est rouquine. Et voilà, elle est plus taciturne, plus posée, plus réfléchie que Mara, qui va être très rentre-dedans. Et elle, par contre, voilà, je vais pas dire pour pas spoiler, mais elle a un passé très très dur, Eva. Et en fait, c'est marrant parce que finalement, je m'identifie plus à Eva, mais il y a des côtés de Mara que j'aime beaucoup aussi, voilà. Et du coup, j'aime bien les deux. Et du coup, dans le tome 1, j'étais vraiment à fond dans l'histoire de ces deux femmes, dans les histoires différentes du coup de ces deux femmes. Et moins sur l'enquête. J'ai bien aimé l'enquête, mais je l'ai pas trouvé hyper original, en vrai, voilà. Mais c'était sympa, hein, c'était très sympa, mais voilà, c'est vraiment la force du tome 1, c'était ces deux fliquettes. Coucou Steph, ouais, t'arrives à l'avant-dernier, en fait. Et dans le tome 2, là, par contre, on a une enquête extrêmement intéressante. Alors, on a toujours... Ce qui est bien, c'est qu'on suit toujours donc les deux fliquettes, Eva et Mara. Et puis, il y a un troisième personnage qui va entrer en jeu, que j'aimais beaucoup aussi, qui s'appelle Vito, qui est un homme métis. C'était intéressant, d'origine... Mince, je crois que c'est des Antilles. Je ne sais plus exactement. J'ai peur de dire une bêtise. Ou à moins que ce soit la Réunion. Je sais plus. Il est métis, en tout cas. Et c'est intéressant parce que voilà, deux femmes, un homme noir, métis noir, quoi. C'est bien, c'est très ouvert d'esprit pour un auteur italien, c'est cool. Et lui, pareil, il a aussi son histoire à lui, voilà, c'était intéressant. Et donc, là, pour revenir, du coup, parce que ce qui vous intéresse, évidemment, c'est le pitch, quand même, de l'illusion du mal, en fait. Il va y avoir,
au tout début, en fait, on va suivre, on va voir vite fait un procès, le procès d'un pédophile. Procès d'un pédophile qui va être acquitté parce que y a prescription. Et en fait, il y avait déjà eu un procès auparavant où il avait été relâché aussi parce qu'il y avait eu un vice de procédure. Donc, on sait qu'il a vraiment commis ces crimes, mais il va être relâché. Donc, ce qui est une injustice extrême, hein, voilà. Et donc, l'histoire commence comme ça. Et quelques temps plus tard, il va y avoir une vidéo qui va devenir virale où on voit un homme qui a fait prisonnier ce pédophile en question et qui lui a arraché les dents. Et il va dire, voilà, donc cet homme, vous le connaissez tous, vous savez ce qui s'est passé, etc. Donc il va résumer tout ça, machin. Et maintenant, son sort va être entre vos mains. Je vais vous envoyer vers un lien où vous pourrez voter pour qu'il vive ou pour qu'il meure. Si vous votez pour qu'il meure, je le tuerai et sinon je le relâcherai sans lui faire plus de mal. Bon, il a déjà arraché les dents quand même. Mais voilà. Et donc, vous en doutez, ce qui va se passer, c'est que les gens vont voter pour sa mort. Et donc, à partir de là, la séquestration, torture, machin, va se transformer en homicide. Et donc, évidemment, l'homme va être activement recherché. Et donc, c'est Eva, Mara et Vito qui se rajoutent là-dedans, qui vont enquêter pour retrouver l'homme. Parce que, bon, ok, il a tué un pédophile, mais bon, c'est pas pour ça que, voilà. En plus, les méthodes sont un peu douteuses. Et en fait, il va y en avoir d'autres comme ça. Et c'était extrêmement intéressant parce que ça interroge beaucoup sur ce qu'est la justice, etc. Sur un peu la peine de mort finalement. Voilà. Est-ce qu'on peut se faire justice soi-même? Est-ce que voilà, il va y avoir tout un truc comme ça. C'était génial, c'était génial. Je l'ai bouffé. Coucou Laurence, coucou. J'espère que tu vas bien. Oui, il y a le replay, j'ai enregistré pour YouTube. J'ai tellement adoré ce livre. J'adore cette duologie, j'adore les personnages. L'enquête est extrêmement prenante, il y a vraiment beaucoup de messages. J'ai toujours autant envie d'aller en Sardaigne, même si dans le 1, le 1 faisait vraiment plus... Il y avait un peu de nature writing dans le 1 en fait, parce qu'il y avait vraiment déjà, c'est pas pour rien que c'est chez Gallmeister, parce qu'il y avait vraiment les paysages de la Sardaigne et tout ça, ça donnait grave envie. Là, on est plus urbain. On est plus urbain là, parce que voilà, dans le 1, on suivait en plus des gens chelous qui faisaient des rituels dans la plaine Cambrousse là. Que là, non, c'est très urbain, on est plus sur le côté, voilà, la justice, tout ça. Mais c'était très très bien. Alors, il y avait juste Mara, des fois elle me saoulait un petit peu parce qu'elle avait vraiment des comportements un peu parfois un peu homophobes, un peu grossophobes et tout, c'était un peu gênant, je savais pas trop si c'était elle ou si c'était l'auteur qui pensait ça. Je lui poserai la question. Oui, j'ose. Enfin voilà, s'il n'y a pas de barrière de la langue en tout cas. Mais sinon voilà, c'était vraiment excellent. C'était vraiment excellent. Voilà, j'ai adoré cette histoire. J'ai adoré le message qui interroge beaucoup. Et mine de rien, même à la fin, tu te poses encore des questions. Moi, franchement, je me posais encore des questions à la fin. Alors, évidemment que c'est pas bien d'enlever des gens et de leur arracher les dents, même si c'est des pires criminels. Mais je veux dire, il y avait des trucs. Il y avait des choses qui posaient question. Voilà. C'était extrêmement intéressant. Donc je ne saurais que trop vous conseiller cette duologie. Je vous conseille vraiment de commencer par le 1 parce que je trouve que l'histoire de Eva et Mara est, on peut pas passer à côté, je trouve. Et puis ça nous fait découvrir la Sardaigne et moi j'avais déjà envie d'aller en Sardaigne parce que j'avais notamment un collègue de boulot qui était allé et qui m'a dit mais vraiment non seulement c'est magnifique mais en plus les gens sont extrêmement sympathiques là-bas. Et alors que la Sardaigne, c'est sous la Corse, tu penses que c'est un peu, mais non, c'est pas du tout la même mentalité. Enfin, je dis pas que les Corses sont pas sympas, mais c'est quand même pas le peuple le plus accueillant, on va dire. Voilà, les Sardes sont extrêmement gentils apparemment. Et là, en lisant le premier tome, j'avais tellement envie d'aller en Sardaigne, vraiment. Voilà.
Donc, j'adore. J'espère qu'il y aura un tome 3. C'est pareil, je poserai la question, est-ce qu'il y aura un tome 3? J'ai trop envie de suivre encore les aventures de Eva et Mara, j'adore. Et Vito, maintenant j'ai envie de suivre Vito aussi. En plus, il a un chat. Il a un chat, Vito. Il aime les chats, c'est trop bien. Voilà. D'ailleurs, j'avais peur pour le chat. J'étais persuadée qu'il allait arriver un truc à un chat. Parce que dès qu'on voit un chat dans un thriller, tu peux être sûr qu'il va lui arriver un truc. Mais là, non, 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 le chat, il lui arrive rien, donc c'est cool. Oui, pardon, le tome 1, c'est vrai que j'ai pas dit le titre. Excusez-moi, c'est L'île des âmes. C'est vrai, tu as raison de me poser la question. J'ai même pas dit le titre du tome 1, honte à moi. Donc, le tome 1, c'est L'île des âmes. Et voilà, et le tome 2, donc L'illusion du mal. Il est sorti en poche, le tome 1, chez Totem. Très très beau. Bah, c'était Sèvres qui me l'avait offert d'ailleurs. Voilà. Et du coup, je vais m'empresser de le faire dédicacer. D'ailleurs, cet tome. Voilà. Non, non, je l'avais pas dit. Je suis con, pardon. Donc voilà pour cette duologie extrêmement sympathique. Voilà, c'était bien parce que ça m'a... Bah, ça m'a remis un peu... voilà, j'étais... C'est pas... Pourtant, il n'est pas court, hein, celui-là, mais j'étais à fond dedans, donc c'était cool. Voilà pour celui-ci. Et donc, le dernier des derniers, ma lecture préférée. Alors, en vrai, ça a été dur, parce que en vrai, entre les 3 premiers, mon cœur a balancé. Pour moi, les 3 sont exceptionnels, donc voilà, j'ai fait... Mais on va dire que je l'ai mis en premier pour le message. Voilà. On va dire que le petit plus, ça a été le message du livre. Cendrillon est morte de Kalynn Byron et c'est encore un coup de cœur pour un de Saxus écrit par une femme noire. Voilà, ça fait le 3e et là j'en ai un autre à lire, Sorcière d'or. Et du coup, bah oui, voilà, je pense que De Saxus, alors De Saxus a ses défauts, mais De Saxus, c'est quand même bien choisir les livres qu'il édite. Vraiment. Ah, j'ai adoré. J'ai adoré. Alors, il est court, trop court. En vrai, il est trop court. C'est le défaut. Voilà. Et je pense que ça aurait mérité d'être encore plus développé parce que, mine de rien, ça s'est lu tellement vite. Je l'ai bouffé. Je l'ai lu tellement vite que j'étais là. Ah, mais j'en fais encore, moi. C'était trop court. En fait, dans cette histoire, on va suivre. Alors, on est dans un monde où Cendrillon a existé. Voilà, on est avec les ancêtres de Cendrillon. Hein. Enfin, voilà, on est quelques 200 ans. Ouais, voilà, c'est 200 ans, très précisément, après la mort de Cendrillon. Voilà. Et ce monde est assez horrible puisque il est extrêmement patriarcal. Donc, il y a un roi. Et les hommes, en fait, les hommes ont tous les droits. Les femmes n'ont pas leur mot à dire. Les femmes doivent faire les basses besognes et se taire, c'est tout. Voilà, en gros, et faire des enfants, évidemment. Hein. Et en fait, chaque année, le roi organise un bal où toutes les jeunes filles qui sont bonnes à marier, en gros, sont invitées. Et quand je dis invitées, en fait, elles n'ont pas le choix, hein, parce que sinon, on bute leur famille. En gros, c'est un peu ça. Hein. Voilà. Et donc, en fait, donc, tous les hommes sont invités. Eux, par contre, ils ont le choix d'y aller ou pas. Voilà. Les hommes, alors peu importe leur âge, hein, ils peuvent venir donc chercher leur future épouse. Ils font leur marché. Hein, voilà. Donc, ils arrivent, ils disent « Ah, bah, moi, c'est celle-là que je veux. » Ok, pas de souci. Voilà. Évidemment, elle n'a pas son mot à dire, hein, sinon, c'est pas drôle. Ah, t'as gagné les Chevaliers de Sombre Cœur. Alors, je connais pas du tout. Mais tu m'en diras des nouvelles. Mais c'est cool. Franchement, je commence à vraiment apprécier cette maison d'édition, même si y a des trucs qui me gênent encore chez eux. Hein, voilà, on va pas se mentir. Mais je trouve qu'ils font des très bons choix d'édition. Et puis surtout, ils font des très très beaux hardbacks qui sont pas très chers. Bah, en fait, ils sont aussi chers que des paperbacks maintenant, hein, finalement. Voilà. Et vraiment, ils font des très bons choix éditoriaux. Bref. Donc, pour revenir à l'histoire, voilà, le bal, les hommes font leur marché, tout ça. Et on va suivre Sophia, que vous voyez sur la couverture. Alors, ce qui est intéressant, c'est que donc l'autrice est noire, l'héroïne est noire, mais il va pas être question de racisme là-dedans, en fait. Pas du tout.
c'est juste qu'elle est noire, un peu comme Disney a fait pour Ariel. C'est juste qu'elle est noire, mais c'est bien parce que voilà, c'est aussi une façon de pouvoir s'identifier. Je trouve ça cool. Je trouve ça cool parce que sa couleur de peau n'a pas spécialement d'importance dans l'histoire, pas du tout même en fait. Mais par contre, c'est bien parce que voilà, c'est bien d'avoir une héroïne noire pour, bah, voilà, pour la représentation, pour l'identification et tout. Et je trouve ça cool. Je trouve ça cool d'avoir fait ça. Voilà, c'est bien. Donc, Sophia, elle, voilà, elle va participer, elle va devoir participer pour la première fois au bal, sauf qu'elle en a pas du tout envie, parce qu'il se trouve que Sophia, elle est amoureuse de sa meilleure amie, et a priori c'est réciproque, mais sauf que sa meilleure amie, elle est pas très joyeuse, parce que, ben voilà, je rappelle, dans un monde patriarcal, donc vous imaginez bien que des femmes lesbiennes, ça va pas du tout. Donc, sa meilleure amie qui s'appelle Erin, elle veut pas trop enfin, veut pas concrétiser le truc. Alors, elles se sont embrassées, tout ça, machin, mais voilà, en gros, elle lui dit, bon, ça va pas être possible. Mais Sophia, elle a envie de pouvoir vivre son amour librement, et donc elle a pas du tout envie d'aller à ce bal. Et il se trouve que en parlant avec le fils d'un ami de ses parents, qui lui a été invité au bal aussi, elle va apprendre que lui-même est gay. Et donc, en fait, il va lui proposer un truc, il va lui dire bah, écoute, tu sais quoi, moi, voilà, moi je veux pas non plus de ce monde-là. Hein, voilà, moi aussi, je voudrais vivre ma vie comme je l'entends, et pas avec des femmes, du coup. Et du coup, je te propose de te choisir toi. Et comme ça, ben, au moins, tu seras pas avec un homme qui te maltraite, et ça nous laissera du temps pour trouver une solution pour s'enfuir. Eux, ils veulent s'enfuir, en fait, voilà. Et le truc, c'est que pendant le bal, tout ne va pas se passer comme prévu. Je vous en dis pas plus parce que, voilà, ça serait dommage de spoiler. Et Sophia va devoir se retrouver à fuir et à trouver une solution pour se sortir de tout ça. Et voilà, je vous en dis pas plus, mais c'était génial. Et donc il va y avoir le mythe de Cendrillon qui évidemment, qui a toute son importance là-dedans. Il va y avoir des révélations, il va y avoir des petits twists sympathiques. J'ai adoré. Ah, c'était très très bien. Et puis surtout, c'était extrêmement féministe, évidemment, puisque bah voilà, le but c'est de libérer les femmes du joug des hommes. Et c'était trop bien. Ça va à 100 à l'heure parce qu'il se passe toujours des choses et tout, machin. On est vraiment à fond avec Sophia. Alors elle va rencontrer, j'ai oublié de le préciser, ça spoil pas, ça a son importance, elle va rencontrer donc Constance qui est l'aïeule alors la petite nièce de Cendrillon, en fait pas l'aïeule, la descendante, pardon, de la sœur, d'une des sœurs, vous savez, les méchantes belles-sœurs là, de Cendrillon. Ça va être extrêmement intéressant, voilà, d'apprendre ce qui s'est réellement passé au final. Et voilà, c'était génial, c'était vraiment génial. J'ai adoré cette histoire, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré... Alors, il y a un côté, on va pas se mentir, c'est du young adulte, il y a un côté très manichéen, mais c'était tellement sympa. Et franchement, c'est un livre qu'il faut, je pense, faire lire. Je dirais même à des jeunes ados. En vrai, c'est un livre pour moi qui est plus destiné à... alors, même s'il y a des trucs quand même un peu durs dedans, mais plus destiné à des jeunes ados, genre 12, 13 ans, 14. Pour le côté très féministe et tout, parce que voilà, c'est pour nous, c'est un peu du déjà vu sur le côté message féministe, hein, je veux dire, et puis c'est un peu rentre dedans, c'est un peu manichéen, tout ça, on va pas se mentir, mais pour des jeunes ados c'est cool. Mais surtout, moi, ce que j'ai adoré, c'est tout le mythe de Cendrillon revisité. Je trouvais ça trop excellent, vraiment. Elle a eu de tellement bonnes idées, cette autrice, j'adore. Voilà, donc j'ai surkiffé ce petit de Saxus qui est assez court, hein. Franchement assez court, il fait 300 et quelques pages, donc ça se lit très vite. Et voilà. Ah, c'est des chevaliers de la table ronde, mais à moto. Ah oui, ça y est, je vois maintenant. Je me remets le truc avec même que on avait vu la couverture avec Kim et il disait
Mais c'est n'importe quoi, une armure sur une moto, c'est pas très pratique quand même. Lui, il voyait trop le côté très pragmatique du truc. Je crois que c'est ça, hein, je suppose, en tout cas. Mais c'est rigolo. Mais je pense que ça peut être sympa aussi à lire, ouais. Donc voilà pour... voilà, c'est ça. Voilà pour ce De Saxus très cool. Cendrillon est morte. Et donc si vous aimez les réécritures de contes, vous aimez les trucs féministes, foncez parce que c'était vraiment très cool à lire. Il y a de très beaux messages. C'est très empouvoirant, voilà, des femmes fortes, tout ça, tout ça. Il y a des scènes un peu dures, hein, franchement, il y a des scènes un peu dures, mais bon, ça va. C'est pas comme, c'est pas aussi dur que le cycle d'Imjin. Là, le cycle d'Imjin, pour le coup, c'est pas du tout du young adulte, hein, c'était vraiment très très dur. Là, non, c'est très young adulte, mais franchement, allez-y. Vraiment, ouais, franchement, Sandrine, vas-y, vraiment, c'était vraiment à la hauteur de ce que j'en attendais. J'en attendais exactement ça, et voilà. Donc, je suis contente de l'avoir eu en SP, au final. Alors, en vrai, je voulais l'acheter, mais je trouvais, pour le coup, pour une fois, je trouvais que le hardback était pas... Alors, la couverture est magnifique, hein, mais je trouvais que le hardback était pas à la hauteur, parce qu'au final, le hardback, il n'y a pas de relief, de dorure, de machin, non, il est juste tout simple. Et au final, il ressemble beaucoup au paperback, et juste, à part que la couverture est rigide, quoi. Et en plus, il est assez petit. Du coup, ça valait pas le coup, je trouvais, de mettre 25 balles là-dedans. Voilà, donc au final, je l'ai pas acheté, mais je vais peut-être changer d'avis finalement parce que j'ai tellement aimé que j'ai envie de l'avoir dans ma collection. Mais à la limite, j'achèterais plus le paperback qui doit être à 18 balles que le hardback. Voilà. Yes, c'était de Saxus, l'As de pique. Les Immortels, ou d'ailleurs les Immortels, le tome 2 va sortir ce mois-ci, là, et je vais peut-être pas l'acheter ce mois-ci, je vais plus l'acheter le mois prochain, je pense, parce que bon, je vais avoir je vais recevoir plein de livres là, donc. Mais les Immortels, j'avais adoré aussi. Voilà, donc de Saxus, le Prieuré de l'Oranger. Enfin, franchement, ils ont sorti vraiment des trucs très très cool, quoi. Ouais. Très hâte de lire la suite. Là, je suis hypée de ouf de lire la suite des Immortels. Très très hâte de lire la suite, vraiment. Donc voilà, et bien écoutez, ce sera tout pour ce bilan lecture. Donc juste avant de terminer la vidéo, je vous fais un point sur mes lectures actuelles. En vrai, il n'y en a pas beaucoup. En vrai, il n'y en a pas beaucoup. Je crois même qu'il n'y en a qu'une. Parce que du coup, j'ai terminé aujourd'hui Cendrillon. Cendrillon est morte, je veux dire. Et donc, je ne sais pas encore ce que je vais lire, mais je pense que je vais partir sur les 5 règles du mensonge de Rousseau, parce que je me dis, un petit thriller domestique, comme ça, voilà, ça va être sympa. Et en audio, je suis partie sur un Lola Lafont. Parce que comme il y a l'autrice à la Comédie du Livre, je voulais un peu découvrir sa plume. Et je suis partie sur un truc un peu court, juste pour découvrir sa plume. Mais je sais déjà quel livre je vais acheter de Lola Lafont. Donc là, j'ai commencé à écouter... Putain, je sais plus. Pardon, c'est pas le titre, c'est pas putain, je sais plus. Mais je vais vous le dire de suite, puisque je l'ai donc... Voilà, c'est Quand tu écouteras cette chanson, qui parle d'Anne Frank, en fait, qui revient sur l'histoire d'Anne Frank. Alors, qui revient pas sur l'histoire en elle-même, qui raconte pas l'histoire d'Anne Frank, mais qui revient sur l'impact que ça a eu, en fait, cette histoire. Donc il est très très court, hein, il fait que 4 heures en audio, donc voilà. Mais du coup, ça me donnerait un peu une idée de la plume de Lola Lafont. Donc là, j'en suis encore qu'au début, hein, voilà. Et moi, celui que je veux acheter à la Comédie du Livre, c'est La petite communiste qui ne souriait jamais. Je crois que c'est ça le titre. Voilà, et donc pour le faire dédicacer. Voilà. Voilà, voilà. Et c'est tout. Bah ouais, c'est tout pour mes lectures en cours pour l'instant. J'ai pas encore recommencé de romans papier, donc je sais pas encore qu'est-ce que je lirai lundi prochain, on verra. Mais voilà, j'espère en tout cas que ce bilan vous aura plu. Je vais quitter YouTube. Salut YouTube. Non, je vais pas quitter YouTube, je ne vais pas fermer ma chaîne. Je vais quitter la vidéo, arrêter la vidéo. Vous l'aurez, je sais pas quand, parce que voilà, je suis un petit peu en retard là. Je dois déjà poster la précédente qui était mon top 30. Donc, mais je pense que je vais. Donc là, à l'heure où je tourne, on est jeudi 11. Si j'oublie pas de la poster demain, je la posterai demain. Après, le week-end va être chargé, donc si ça se trouve, ce sera pas avant lundi, je m'en excuse. Enfin, de toute façon, vous l'avez là, donc.
Mais voilà. Sur ce, merci d'avoir suivi cette vidéo. La prochaine vidéo YouTube, je ne sais pas ce que ça sera. Je vais vous dire ça de suite. À chaque fois, j'oublie de préparer ça, en fait. Hein. J'y pense jamais. Alors, je sais pas trop si je mettrai mon book haul d'anniversaire sur YouTube. Peut-être. On verra. Sinon, ça sera peut-être... le prochain live chill qu'on fera, ce sera... Je vais reprendre le petit tag de Séverine qui est les 10 livres qui ont marqué ma vie de lectrice. Je pense que ce sera ça. Ça risque d'être ça la prochaine vidéo. Ou sinon, un book haul. Voilà. Bisous, bisous. Merci d'avoir suivi. Et donc, à la prochaine. Ciao.